Resvani, éclipse. Étrange situation. Ne plus avoir jamais de tranquillité. Avoir peur. Toujours peur pour l'autre. Peur du n'importe quoi justement. Peur sans raison. Peur pour rien et pour tout. Par moments, j'ai l'impression que tout se rétrécit à ces détails, que la vie n'est plus que cela, qu'aucun projet, qu'aucun espoir n'est permis, qu'aucune distraction ni aucune désinvolture n'est à notre portée, que le cercle des détails s'est définitivement refermé sur nous. Autour, nos ennemis admirent mon courage, ma patience, mon abnégation. Mais admire-t-on l'homme patient malgré lui, puisque enchaîné à un mur? Sauf que moi, je suis enchaîné à ce qui reste de la chaîne fleurie de mon grand amour, à ce qui reste de mon grand amour. Cette nuit, l'entendant s'étouffer dans son sommeil, je me disais au moment de monter l'aider, que serait ta vie sans ce qui te reste d'elle? Oui, tel mon si grand amour, heureux. Pourrais-je encore vivre si elle, ce qu'il en reste, n'était pas là? Quelques heures loin d'elle, oui, quelques jours de repos, de solitude, serait un certain plaisir, une certaine détente sûrement. Mais la vie sans sa présence pourtant déjà si remplie d'absence, la vie sans les petits bruits d'elle dans la maison pendant que j'écris, comme en ce moment, la vie sans tout ce qu'elle représente de passé, de réalité présente, ne serait-ce que physiologique, si vivante encore en elle, et aussi la vie dans cette continuelle peur pour elle, pour nous, cette peur d'un avenir qui est encore quand même de l'avenir et non du rien, non de l'absence totale, non du manque terrible d'elle, d'un vide de ce qu'il me reste d'elle malgré ça. Comment pourrais-je être vivant encore si elle n'est plus là? J'ai passé toute la semaine à refendre d'énormes rondins de bois. Ce très dur travail a pris dans mon esprit une importance qu'il me faut noter dans ces pages. Pour cela, je dois repartir vers nos années 60, quand nous nous étions installés ici, à la Béate. Le vieil homme qui en avait été le propriétaire nous montra avec fierté un pain maritime déjà pas mal touché par la maladie. Bien que son tronc fût dégoulinant de résine, il s'était abstenu de le faire abattre, car il l'avait vu sortir de terre, grandir, et bien que malade, s'épanouir en une vingtaine d'années, derrière la maison. Je promis bien sûr de l'épargner moi aussi, et voilà pourquoi cet arbre a survécu, et je peux dire vécu, plus de 40 années avec nous. D'année en année, il devenait davantage monstrueux. Tout en donnant une impression de force et de vie, il était cependant très malade, car son tronc poissait de longues stalactites de résine d'un blond doré. Mais avec le temps, malheureusement, voilà qu'il commença à menacer la maison, à pencher de plus en plus vers elle, si bien qu'un coup de mistral venant après de fortes pluies risquait de le déraciner ou de le briser dans sa partie la plus malade, et donc de pulvériser la moitié du toit ainsi que la véranda. Le garder devenait vraiment très risqué. Après avoir pas mal hésité, la semaine dernière, je me décidai à le faire débiter par des bûcherons qui débroussaillent en ce moment le terrain où je veux faire construire la maison de gardien. Ce fut un travail brutal, très long, très dangereux. Comme il n'était pas question de le scier à la base, sa chute aurait tout démoli autour. C'est par la cime qu'un des hommes commença de le tronçonner. Assuré par une corde aux branches poisseuses
d'une main d'homme maniait difficilement une tronçonneuse, alors que l'arbre vibrait comme un grand mât de navire à mesure que ses larges et lourdes branches craquaient puis se détachaient du tronc en glissant sur les branches inférieures. Ce très grand arbre mourant debout, découpé morceau par morceau, jusqu'à ce qu'il ne reste que les moignons de sa belle envergure, je dois l'avouer, me faisait honte, oui, honte de l'anéantir si durement. Pourquoi ? J'en compris la raison cachée lorsque je me mis à l'ouvrage, cette fois seul, pour débiter les rondins d'une impressionnante circonférence abandonnés à terre par les bûcherons. Ces billots trop lourds pour que je puisse les manier, il était nécessaire qu'ils soient refondus en morceaux, suffisamment réduits pour entrer dans la grande cheminée de cette pièce où j'écris. À vrai dire, je ne pouvais supporter de voir ce tronc si familier gisant en énormes tranches derrière la maison. Il fallait le faire disparaître, le transformer en bûche méconnaissable, en bois à brûler anonyme. Voilà pourquoi, laissant de côté ces pages, je m'étais volontiers mis à l'ouvrage, au fond, assez content de pouvoir échapper pour quelques jours à cette écriture malade, ainsi qu'à la compagnie malheureusement obsédante de celle qui l'inspire, malgré elle. Cette femme précaire, en laquelle je ne reconnais presque plus celle que j'ai tant adorée pendant une vie. Pouvons la fuir, effectivement. Toute occasion est bonne pour moi de m'abolir, de m'abstraire d'elle, que ce soit par cette écriture qui m'effraie et me torture, encore mieux, dans une tâche brillante, bienvenue et hors de proportion avec mon âge, ce qui avait fait gentiment douter les bûcherons lorsque j'avais décidé de l'entreprendre seul à la tronçonneuse et à la masse. Une dizaine de jours ont ainsi passé dans les hurlements de la tronçonneuse, les envolées de sciure et l'exploit renouvelé de refente des énormes billots à coups de masse sur les coins de métal. Croyant échapper aux tourments de cette désolante pente d'un passé qui, son horrible Alzheimer, aurait continué à glisser dans un présent continu jusqu'à extinction, oui, croyant momentanément échapper par cette violence au cercle des reglets, aux images qui m'obsèdent dans le silence de cette pièce où j'écris, voilà qu'au contraire, la tronçonneuse rouge, attaquant de son museau cranté le bois par la tranche, lève une foule d'images toutes plus vivantes, plus délicieuses, plus déchirantes à mesure que la lame pénètre dans les cercles inscrits par la pousse du tronc année après année. Toutes nos merveilleuses années sont là, oui, inscrites là, m'étais-je dit, soudain bouleversées, alors que la lame hurlante tranchait ces cercles parallèles, tranchait cette écriture du temps, pénétrait cette concrétion de notre temps merveilleusement vécu auprès de l'arbre malade resté pour si longtemps vigoureux. L'incroyable durée de plus de 40 ans de vie à deux dans ce vallon est donc là. Je m'étais arrêté de scier le tronc couché dont la résine dorée qui s'en échappait en perles d'ambre disait encore la poussée de vie. J'avais patiemment compté toutes les stries, donc année après année, depuis l'aubier jusqu'au cœur de l'arbre abattu, 65. Il n'avait donc qu'une vingtaine d'années quand nous nous étions installés dans cette délicieuse maison au creux du délicieux vallon. Toi et moi, mon amour, si joyeuse, si gaie toujours, si heureuse de cette vie neuve qui s'offrait à nous dans ce midi aimé. Cette vie ensemble, ouverte, inattendue, une vie dont chaque instant provoquait notre émerveillement. C'était nos années 60. Là, ces stries se sont inscrites pendant que je délirais du bonheur inouï de te posséder, de t'avoir près de moi à chaque instant de ma vie. Mon amour, ma chérie, tu peignais, je peignais, pendant que lentement dans la chair de ce bois se gravait le temps obstinément, s'était tracé le sillon du temps,
notre passion. Non, ma douleur est trop forte. La lame remonte maintenant ce temps. Partant de l'écorce, elle tranche. Zzz, tranche. 2002, 2001, 2000. Douleur de l'éloignement. 1999, l'éclipse. 1999, voilà. Oui, ici l'éclipse. Je me murmure. Bzzz. Et voilà 1998, 1997. Déjà atteint par la maladie, toi mon amour, et à peine. Puis voilà 1996, moins atteinte encore. 1995, 1994, toi si saine maintenant, heureuse, joyeuse, là, oui, là, ce cercle-là, cercle du bonheur, ensemble si proches, si jumeaux d'amour. Ah, et voilà 1993, de légères pertes de mémoire normale, les toutes premières dont par santé, elle s'était prématurément inquiétée, elle si claire en son esprit, elle qui mémorisait si facilement au point de faire rire de son étonnante précision dans la reconnaissance de gens entreaperçus, dans la mémorisation des chiffres, dans une connaissance mémorable de l'orthographe, elle, oui, d'une telle santé qu'elle avait vu un médecin préventivement, car elle craignait que le mal ne soit congénital par sa mère, par sa grand-mère maternelle, mais non, mémoire parfaite, merveilleuse clarté intellectuelle, soyez tranquille. Mais voilà que la lame tranche 1979. Voilà, l'année du grand feu qui l'avait laissé si calme, si juste dans ses gestes, bien contouré de flammes. Vzz. Toujours s'impose son si beau visage, plus beau que ses plus belles photos, son visage obsédant de beauté, son corps, ses gestes, sa voix, son regard. Mes yeux se brouillent de larmes, m'obligeant à suspendre un instant l'écriture de cette ligne. Comme de même il s'était brouillé alors que la scie hurlante continuait son terrible parcours vers le cœur du bois. Là, hein, regarde là, 1975, Faucouli, bloqué dans mon écriture. Je peins la série des grandes marines, Vzz, ainsi qu'avant les grandes toiles sur les horreurs de la guerre électronique. Des cadavres, Vzz, des machines à tuer modernes, 1970, tout en écrivant Capitaine Shell, Capitaine Esso, et toi, mon amour, souriante, amoureuse, me regardant peindre ou écrire à demi nue dans l'atelier vibrant des stridentes ininterrompues des cigales. Zzz, 1968, le joyeux mois de mai, tous les deux trop amoureux pour songer à participer à cette lointaine fête qui ne pouvait concerner ceux qui s'aiment et se privilégient férocement égoïstes. 1966, écriture rieuse des années Lula, ton livre, ma Lula, ma chérie, mon amoureuse relectrice dont j'entends, oh oui, le rire clair. Et voilà 1965, la sublime surprise des années-lumière que nous relisions ensemble, couchés sur une couverture au soleil près du cerisier. Voilà 1962, nous achetons la Béate. 1961, nous louons la Béate, le tourbillon, alors que je peins d'impossibles peintures et compose sur ma guitare. Vzz, oh oui, année de mes chansons, et ici nous vivons encore à Paris, 1958, 1956, 1955, 1953, nous découvrons les morts, splendeur, espoir, comment faire Paris, 1952, 1951, et là, j'arrête un instant la tronçonneuse. Un long silence. Là, nous nous rencontrons, ma chérie. Mon inconnu surgit dans mon temps mort. La vie surgit. Oh oui, te voilà. Voilà 1950, nuit du Nouvel An. Notre Nouvel An. Toi, te voilà enfin, mon amour. Ici, enfin rencontré. Et puis, vzz, la lame entame au cœur du bois les quelques stries d'avant-nous que je terminerai à la masse. Oui, la lame entame mes tristes années
alors que je doutais de la vie, alors que je doutais de continuer à vivre une vie qui n'était que tourment pour moi, ma vie d'avant elle, ma solitude d'avant elle, en laquelle je suis retombé aujourd'hui, et ainsi de suite, toute la semaine, billot après billot, tranche après tranche. Il m'a fallu repasser par toutes ces strates, et cela une vingtaine de fois, puisque l'arbre était très grand, très haut, très fort, et d'un bois dur que les bûcherons m'avaient laissé à terre, réduit en 20 billots.